Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous faites de bonnes lectures et que votre pas descend doucement. Je vous reviens aujourd'hui avec 4 lectures qui ont un petit peu rattrapé la semaine dernière, je vous cache pas, ça me rassure un peu. Bon, c'était pas tout excellent, mais c'était quand même pas mal. Avant de vous en parler, je voulais vous parler d'un groupe Facebook dans lequel je suis administratrice, mais c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est d'autres personnes qui l'ont créé. Et ensuite, je suis devenue administratrice lorsqu'elles ont voulu partir, les autres personnes. Et donc voilà, on est un petit groupe, c'est un groupe de lecture bien évidemment qui s'appelle La tête dans les livres. C'est un groupe sur lequel on parle de lecture, mais c'est un groupe un petit peu spécial parce que alors déjà, il y a plein de petits challenges à l'intérieur qu'on peut faire. Il y a un challenge mensuel, un challenge saisonnier avec toujours des catégories, etc. qui changent au fil des mois, des saisons. D'ailleurs, le challenge mensuel est lié à mes vidéos, un mois, un pays, un livre, une recette. Mais en tout cas, ce qui est particulier dans ce groupe, c'est qu'on est un tout petit groupe. Je veux pas dire de bêtises, mais on est moins de 40, ça c'est certain. Et si on est aussi peu, c'est parce qu'en fait, on demande une participation. Il faut participer au moins une fois, mettre simplement un message, un commentaire une fois par mois pour pouvoir rester sur le groupe. Il y a aussi dans ce groupe de lecture un club de lecture. Vous pouvez ou pas participer, c'est pas obligatoire, mais en gros c'est on se donne un thème commun, un auteur en commun ou un livre en commun, et une fois par mois on se retrouve en visio pour parler de la lecture du mois. Et pareil, c'est pas obligatoire à la fois de participer au club de lecture pour être dans le groupe, mais c'est aussi pas obligatoire si vous êtes dans le club de lecture de lire exactement la lecture du mois. C'est vraiment, oui c'est contraignant parce qu'il faut participer pour rester dans le groupe, mais on est quand même très libre sur les activités, c'est vraiment à la carte. Il y a une très bonne ambiance du coup parce que comme on est un petit groupe, il y a vraiment des interactions. Oui, il y a des choses qui tournent autour de la lecture, des débats littéraires, etc. Mais il y a aussi des posts un petit peu plus larges où on peut se découvrir les unes les autres. Et ça, c'est très chouette. Et si je vous parle de ce groupe aujourd'hui, il y a une bonne raison, c'est que chaque année, on a un des membres du club, Gauthier, que je salue, qui organise un tournoi littéraire sur 6 mois. Ce tournoi littéraire, c'est un petit peu le même principe que les challenges, mais cette fois on est en équipe, et en équipe on a chaque mois un nouveau challenge à relever. C'est vraiment très varié. Par exemple, un mois, il fallait qu'on, avec les titres des livres, qu'on trouve certaines lettres de l'alphabet, et en fonction, c'était un peu comme au Scrabble, on gagnait des points selon les lettres, etc. Et voilà. Et à la fin, il y a une équipe qui gagne, et cette équipe, chaque personne de l'équipe gagne un livre. Ma foi, c'est toujours sympa. Moi, j'avoue, c'est pas pour ça que je joue parce que c'est fun en fait. C'est fun de lire en équipe, c'est hyper motivant, ça me donne hyper envie de lire à chaque fois pour et ben voilà, essayer de gagner des points. C'est tout bête, c'est vraiment la compétition, mais c'est de la compétition fun. Et voilà, et c'est très chill, c'est pas grave si on perd, on est vraiment juste là pour lire, échanger sur nos lectures. Les petits challenges concoctés par Gauthier sont toujours très sympas. Et en plus, c'est pas un simple challenge littéraire, c'est parce que Monsieur Gauthier a créé tout un lore autour de ce challenge. Il y a toute une histoire et on est les gardiens des livres, et on doit, enfin voilà, il y a des quêtes qui sont liées à ça. Bref, c'est très fun, moi j'adore. Donc, le prochain tournoi des gardiens commence en septembre et il va durer jusqu'en février 2027, donc 6 mois, avec à chaque fois un nouveau challenge par mois, on gagne des points, etc. Et donc si vous souhaitez participer à ce tournoi, eh bien je vous invite à rejoindre le groupe La Tête dans les livres. Si vous rejoignez maintenant, par exemple, ça vous permettra de découvrir un petit peu l'esprit du groupe, voir si ça vous intéresse ou pas de rester tout simplement, parce que c'est aussi ok que ça vous convienne pas comme fonctionnement. Et puis comme ça, vous pourrez vous inscrire au tournoi si vous êtes intéressé. Voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions à propos de ce groupe ou de ce tournoi, n'hésitez pas à rejoindre le groupe et à venir poser vos questions, voilà, voir un petit peu de quoi ça s'agit et voir si ça vous plaît. Juste pour vous montrer un petit peu à quel point Gauthier fait les choses bien, je vous mets un petit extrait de la bande-annonce de cette année, avec voilà, ça vous donne un petit peu l'esprit du tournoi.
Voilà, je clôture cette parenthèse la tête dans les livres. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Et je vous propose maintenant qu'on passe à mes lectures. Alors, on commence avec Au revoir les chats de Hiro Arikawa. Alors, on va appeler ça un tome 2, mais en réalité, c'est plus un recueil de nouvelles qui est lié au livre Les Mémoires d'un chat du même auteur, qui est un livre que j'avais adoré, qui m'avait fait beaucoup pleurer, mais aussi beaucoup rire, et que j'avais trouvé tellement touchant, avec voilà l'histoire d'un chat qui part en voyage avec son humain, parce que son humain, voilà, il a des raisons de partir en voyage à ce moment-là, et c'était hyper émouvant. Et donc dans Au revoir les chats, on est dans un recueil de nouvelles avec 7 nouvelles. Et j'ai lu ce livre en particulier pour, bon déjà, le grand chelem des sagas. Ça me rapporte pas beaucoup de points, ça me rapporte 4 points vu que c'est un tome 2 et que c'est le tome qui est déjà le dernier tome sorti. Et aussi pour l'été en série de Totally Brune. Et également pour le Lisons l'Asie, parce que l'auteur est japonais et l'histoire se passe au Japon. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais on y reviendra. Ce petit livre fait 256 pages et moi je l'ai lu en numérique. Il a été publié en version originale en 2021 et en 2025 en version française. On est dans des nouvelles, mais sachez qu'il y a seulement quelques nouvelles qui sont liées directement au roman Les Mémoires d'un chat. Donc, si vous avez déjà lu Les Mémoires d'un chat, je vous rassure, il n'y a que une ou deux nouvelles qui vont vous fendre le cœur. Mais les autres, non. Les autres, ce sont des nouvelles indépendantes que vous pouvez lire totalement, voilà, et qui sont beaucoup moins émouvantes. Voilà, honnêtement, ça va, c'est vraiment soft. Si vous n'avez pas lu Les Mémoires d'un chat, attention parce que les nouvelles qui sont liées au roman sont spoilantes. Vous pouvez les lire indépendamment, vous allez comprendre les nouvelles, ça va, voilà, pas de problème. Mais attention, si vous voulez lire Les Mémoires d'un chat, sachez que ça va vous spoiler. Donc dans ce cas, je vous conseille de lire Les Mémoires d'un chat d'abord. Si vous voulez lire que ce recueil de nouvelles parce que Les Mémoires d'un chat, vous avez peur d'être trop bouleversé, c'est ok. Et bah dans ce cas, vous pouvez lire le recueil indépendamment. Alors bon, moi évidemment, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages du tome 1, on va dire, des Mémoires d'un chat, mais évidemment ça m'a beaucoup ému parce qu'on va revenir sur certains éléments de l'histoire des Mémoires d'un chat qui n'avaient pas forcément été approfondis et qui là le sont et qui sont bah évidemment émouvantes. Donc j'ai à nouveau pleuré. Beaucoup moins que dans les Mémoires d'un chat quand même, hein, je vous rassure. Mais forcément, quand vous avez lu les Mémoires d'un chat, ça peut que vous rappeler tout ce que vous avez vécu avec cette histoire. Par contre, les autres histoires, elles étaient vraiment très différentes. On était plutôt avec du point de vue des humains que des chats, parce que dans les Mémoires d'un chat, on est du point de vue du chat, et donc dans les nouvelles liées aux Mémoires d'un chat, on est aussi avec un point de vue de chat. Mais voilà, c'est pas que des nouvelles de point de vue du chat. Dans ce recueil, on a des point de vue des humains aussi. Après voilà, honnêtement, autant je me rappelle très bien des nouvelles qui étaient liées aux Mémoires d'un chat, mais les autres, j'en ai plus grand souvenir, pourtant je les ai lues il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avoue, c'est pas des nouvelles qui m'ont marqué, alors ça m'a plu de les lire. Vraiment, c'est toujours très beau de voir des histoires entre les humains et leurs chats, leurs relations. En plus, on est au Japon et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré dans les Mémoires d'un chat, c'est qu'on voyage au Japon et donc on découvre le Japon du point de vue d'un chat. Là, c'est un petit peu le cas aussi, même si c'est moins marqué, voilà, mais ça reste quand même toujours plaisant d'avoir cette ambiance. Donc c'était sympa, c'était vraiment un recueil sympa à lire, mais il va pas me marquer. Il va pas me marquer autant que les Mémoires d'un chat. Le troïomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Oui, il y a des choses un petit peu bouleversantes dans quelques nouvelles, mais ça fait pas peur en soi. J'ai ensuite lu Là où fleurissent les cendres de Kemal Nguyen Phan. Une fois de plus, j'ai lu ce livre pour le Lisons l'Asie, puisque c'est une histoire qui se passe entièrement au Vietnam. Et on est ici dans un roman plutôt historique qui fait 450 pages, qui a été publié en version originale en anglais en 2023 et en version française en 2024. Et il est disponible en poche, comme c'est le cas ici. Ah, je me rends compte que j'ai oublié d'enlever les post-it, parce qu'en fait, j'ai fait cette lecture en lecture commune avec Safaya et Célia Lecture. Les chapitres sont pas numérotés et pour qu'on évite de se spoiler, j'avais mis des petits post-it pour pouvoir compter facilement les chapitres. Je voulais les enlever pour la vidéo, j'ai oublié. Mais bon, comme ça vous avez la petite anecdote. Je profite de vous dire que c'était une lecture commune. N'hésitez pas à aller voir l'avis de Célia Lecture qu'elle a posté sur son compte Instagram. Je vous mettrai, tous les liens sont dans la description à chaque fois. Quand je vous parle de quelqu'un, vous avez le lien en description. Donc là voilà, n'hésitez pas à aller voir son avis sur Instagram, Célia Lecture, ou alors
Elle a fait un petit vlog où elle évoque sa lecture du livre sur YouTube. Et là, sur YouTube, son compte, c'est Carla Dawson. Pareil, je vous mettrai le lien vers la vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis sur un livre, donc voilà. Et en tout cas, cette lecture commune était très chouette. On a quand même globalement beaucoup aimé toutes les trois. Mais d'abord, de quoi ça parle? Alors, Pour que chantent les montagnes, on est sur 2 temporalités. On est en 2016 et en 1969. Et on est avec 3 personnages. On est avec Dan, qui est un vétéran américain qui a fait la guerre du Vietnam. En 2016, il revient au Vietnam pour essayer de guérir, parce qu'en fait il a un fort syndrome post-traumatique lié à cette guerre, et sa psy lui conseille peut-être d'aller retourner au Vietnam pour essayer de guérir tout simplement. Donc il y retourne avec sa femme. En 2016 toujours, on est aussi avec Phong. Phong, c'est un Amérasien, c'est un enfant qui est donc issu d'une femme vietnamienne et d'un père américain, et lui il a la particularité d'être amérasien issu d'une union vietnamienne et afro-américaine. Donc il a la peau sombre, il a les cheveux plutôt crépus, et ça lui cause énormément de problèmes dans sa vie. Il subit beaucoup de discrimination. Il y a un programme qui a été créé pour que les Amérindiens puissent demander à vivre aux États-Unis. Et donc voilà, on va le voir entreprendre ces démarches-là avec sa famille, sa femme et ses enfants. Et évidemment, ça va pas être si simple. Et ensuite, en 1969, on est avec Trang et Queen, sa sœur. Ce sont 2 jeunes paysannes dont les parents sont très endettés et qui sont obligés de quitter leur village pour aller travailler à Saïgon. Je vous laisserai découvrir le travail qu'elles vont faire, parce que je vais pas tout vous raconter. Forcément, ces histoires-là, ces 3 histoires vont être liées, pareil, je vous dis pas comment ni pourquoi. Personnellement, j'ai été très surprise des liens en fait qui les unissent finalement. Déjà de cette autrice, j'avais déjà lu Pour que chantent les montagnes, qui était un petit peu avec la même logique de construction, avec plusieurs temporalités, plusieurs femmes qu'on suivait tout au cours de leur vie, et au fil de l'histoire on découvrait les liens qui les unissent. Là c'est un petit peu la même logique, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans Pour que chantent les montagnes, donc forcément ça m'a aussi beaucoup plu dans Là où fleurissent les cendres. J'ai été vraiment captivée par l'histoire de ces 3 personnages que j'ai trouvé tous les 3 très touchants. Touchants et complexes, et particulièrement dans le cas de Dan, finalement, sa position elle est quand même particulière parce que c'est un Américain qui a fait la guerre du Vietnam, mais c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a vraiment beaucoup de nuances dans ce livre au niveau des personnages, de leurs histoires et de leur désir de guérison et de réparation. Vraiment, j'ai trouvé ce livre très beau. Vous voyez, il y a pas mal de petits post-it. Les post-it bleus, c'est les parties qui m'ont émue, comme d'habitude. Et les post-it roses, c'est les petits coups de cœur que j'ai eu pour certaines phrases. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, donc au-delà de sa construction qui m'a plu, au-delà de l'histoire des personnages qui est très bien racontée, c'est vraiment de découvrir l'histoire de ces Amérindiens que je ne connaissais pas du tout. Ces enfants issus de la guerre du Vietnam, finalement, issus de relations entre vietnamiennes et américains, soldats américains, et de découvrir en fait toutes les discriminations qu'ils subissent à cause de leurs origines. Et vraiment, c'était quelque chose dont j'avais pas conscience et qui est très très bien mis en avant dans ce livre. C'est aussi bien évidemment la place de certaines femmes pendant la guerre. Donc là, ce sont les histoires de Trang et Queen. Je m'excuse si je prononce mal les prénoms vietnamien. Je ne suis pas vietnamienne, je ne parle pas le vietnamien. Du coup, c'est peut-être très catastrophique, je m'en excuse. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans le livre, plusieurs fois, Dan est américain, et pendant la guerre, quand il s'adresse à des Vietnamiennes ou des Vietnamiens, il utilise leur prénom, et forcément, comme moi, il va les prononcer à la manière, lui américaine, moi à la manière européenne, mais du coup, ça a un tout autre sens en vietnamien quand on met pas les bons tons, etc. Et l'autrice le relève dans le livre. C'est pour ça que là je me permets de dire que je m'excuse de mal prononcer les prénoms parce que parfois c'est pas anodin. Bref, globalement, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un petit coup de cœur parce que vraiment il m'a fait découvrir des choses, il m'a émue, j'ai adoré les personnages. J'ai eu un tout petit coup de mou à un moment donné, mais je pense que c'est parce que j'étais fatiguée au moment où j'ai lu ce passage, mais c'était un petit peu au milieu, c'est un peu le syndrome du milieu. Mais je pense que c'était inhérent à ma fatigue et non pas à la qualité du livre, honnêtement. Parce que à part ce petit moment de flottement, j'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai dévoré, vraiment. J'ai trouvé ça super intéressant, super bien, super émouvant. J'ai adoré les personnages et clairement,
Cette autrice n'a publié que 2 livres pour l'instant, mais si elle en sort un autre, je suis quasiment certaine d'y aller parce que j'aime sa manière d'écrire, j'aime sa manière de raconter des histoires. Et d'autant plus qu'en fait, elle n'est pas seulement écrivaine, elle est aussi, je sais pas si elle est chercheuse, mais en tout cas, ou journaliste. Ce qu'elle raconte, bon déjà elle est vietnamienne, donc c'est son histoire, mais c'est aussi basé sur des faits réels. C'est basé sur des recherches. Ce livre, elle disait qu'elle a mis 7 ans à l'écrire, parce qu'elle a fait énormément de recherches. Elle a eu énormément de rencontres avec des Amérindiens notamment, qui leur ont raconté leur histoire de vie. Et donc ça se sent, alors oui, ça reste romancé. Oui, on peut se dire que parfois il y a des choses qui sont un petit peu... que le hasard fait bien les choses. Mais voilà, pour moi ça reste de la fiction, donc les petits coups du hasard parfois, je trouve ça beau dans les romans, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. Je suis un peu déçue quand même, à la fin on n'a pas toutes les réponses. Il y a une réponse qu'on n'a pas, et honnêtement j'espère que l'autrice nous écrira une suite. Parce que j'aimerais savoir, après voilà, c'est pas qu'on n'a pas toutes les réponses, c'est plus une fin ouverte, et je pense que c'est à nous, lectrices, d'écrire cette fin, selon nos sensibilités, selon notre propension à croire au hasard heureux, si on peut dire ça comme ça. Bref, voilà, en tout cas, une excellente lecture que je vous recommande si vous êtes intéressé par l'histoire du Vietnam. Niveau troyomètre, c'est à 1/5, mais attention, il y a des sujets sensibles qui sont abordés. On parle ici de guerre et de tout ce qui va avec, tout ce qui va autour, aussi de discrimination. Après, j'ai trouvé quand même qu'en termes de violence, c'était relativement sobre, soft, au niveau de la guerre, hein, j'entends. Voilà, il y avait pas, on n'était pas sur des champs de bataille pendant 1000 ans, etc. Non, ça reste évoqué, mais sans être très très détaillé. Donc voilà, pour moi, c'était une excellente lecture que je vous recommande. J'ai ensuite lu Wonderkind de Nikolai Grozny. J'ai lu ce livre dans le cadre du challenge Mozart organisé par Véronique Pariana, autrice, sur Instagram. Je l'ai mis dans la catégorie rythme pour le mot-clé musique, parce qu'ici on va parler de piano. Ce roman fait 379 pages, il a été publié en version originale, je pense que c'est en bulgare, ah non c'est traduit de l'anglais. Version originale en anglais en 2011 et publication en France en version française en 2013. Donc ça remonte un petit peu. Alors dans ce roman, on est en Bulgarie, à Sofia, dans les années 80, et on est plus particulièrement au conservatoire. J'ai enfin pu utiliser mon marque-page, qui n'est pas un marque-page, qui en fait est un petit bout de carton joliment décoré, I Love Bulgaria. En fait, j'attendais de lire un livre qui se passait en Bulgarie pour pouvoir l'utiliser comme marque-page. Bref. Donc on est particulièrement au conservatoire des enfants prodiges de Sofia, et on suit Constantin, qui est donc un jeune pianiste prodige. C'est un jeune homme, je ne saurais pas dire quel âge il a au début de l'histoire, je ne suis pas sûre que ça soit écrit, mais mettons qu'il a 17 ans, ou 16, 17, 18 ans à peu près. Et donc on va suivre la vie de Constantin dans ce conservatoire, et surtout dans cette Bulgarie communiste des années 80. Alors, ce livre, c'est très dur parce que je sais pas l'avis que j'ai dessus. Il y a des choses que j'ai adorées et des choses qui m'ont beaucoup ennuyée. Alors ce que j'ai adoré, c'est déjà au début de chaque chapitre, je vais vous montrer ça, on a une petite musique classique qui est indiquée ici, et la date. Et donc ça, c'est à chaque début de chapitre, on a comme ça une musique classique, une pièce classique qui est mentionnée. Et c'est pas anodin. Cette musique, elle est évoquée à un moment donné dans le chapitre, de manière différente au fil des chapitres. Et j'ai trouvé ça génial parce que du coup, quand j'ai compris que... Parce que vous savez, des fois on mentionne une musique comme ça, ou alors l'auteurice propose une playlist au début, une playlist sur laquelle elle a écrit le livre, qui donne une ambiance, mais ça n'a pas directement de lien avec le chapitre. Mais là, oui, ça a un vrai lien. L'auteur utilise vraiment la musique qu'il mentionne au début pour l'exploiter, pour en donner une ambiance, ou décrire des lieux, décrire des sentiments. Et j'ai trouvé ça génial. Du coup, ce que j'ai fait quand j'ai compris ça, c'est que j'ai créé une playlist sur mon téléphone avec toutes les pièces classiques qui sont mentionnées à chaque début de chapitre. Et du coup, j'ai lu ce livre en musique. Et en plus, la musique classique, c'est bien parce que moi, j'aime pas lire quand il y a des paroles, vous savez, sur les musiques. J'y arrive pas. Mais la musique classique, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime beaucoup. Et donc là, c'était parfait. En plus, c'est pas des pièces que je connaissais. Je dirais que c'est pas des pièces très connues. Peut-être que vous les connaissez si vous êtes
un ou une mélomane, mais c'était pas mon cas. Du coup, en plus, j'ai découvert plein de musique. Notre Constantin, le héros de ce livre, est fan de Chopin. Donc il y a énormément de pièces de Chopin, qui est comment on dit, un compositeur que je connais pas particulièrement, donc c'était vraiment très sympa. Voilà, ça c'est déjà un très bon point que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé lire ce livre en musique parce que ça avait du sens et j'ai trouvé ça très chouette. Deuxième chose, j'ai adoré l'écriture. J'étais étonnée vraiment par la qualité de l'écriture de ce livre parce que vraiment, je sais pas, ça m'a parlé, j'ai trouvé ça vraiment beau. Mais c'est peut-être aussi ce qui pêche à l'histoire, mais ça on y reviendra. Vraiment, j'ai adoré l'écriture de l'auteur, j'ai trouvé qu'il savait parfaitement décrire des ambiances, des lieux, des personnages, leur donner du corps, en fait, leur donner vie, et quelque part, il y avait une musique à ce texte, et la musique est très présente, et ça, je regrette de ne pas être moi-même musicienne, ou de comprendre le solfège, ou ne serait-ce que d'être mélomane, parce que je pense que les personnes qui aiment la musique, qui connaissent la musique, elles auront une lecture encore plus profonde de ce texte. Parce que moi, je lisais des mi fa do dièse, mais pour moi, ça me parle pas. Pour moi, ça évoque pas un son, ça évoque pas une musique. Et donc voilà, il y a plein de choses, je pense, que j'ai loupées. Mais il n'empêche que l'auteur sait très bien quand même raconter en musique ce qu'il veut dire, ce qu'il veut montrer. Et ça, c'était très beau. Je vais vous lire juste un ou deux passages pour que vous compreniez un petit peu le style, en fait. Que ça illustrera ce que je vous dis. Un ensemble à cordes joue un concerto de Brahms sur un train d'enfer. Violoncelle et contrebasse sculptent de nouveaux soleils, tissent des trous noirs. Un hautbois et une flûte au chant grêle défient les lois de la relativité. Ils font rouler la cité des sons comme une perle de verre. L'air a perdu sa pesanteur. Une gamme en sol majeur provoque une explosion de bleu, de verre bouteille, d'ambre pâle. Voilà, moi j'adore. Je vais vous lire un deuxième passage. Le scherzo numéro 1 s'ouvre sur un cri de désespoir absolu. On s'éveille d'un cauchemar pour découvrir que tout ce qu'on a rêvé est vrai. Les ultimes grains de sable attirés par la force immense de l'au-delà s'ajoutent à l'absurde tas des souvenirs. Pas d'issue, pas d'horizon, il n'y a que le présent, et lui-même n'est qu'une illusion. Voilà, j'adore. Vous voyez là, rien que sur ces deux passages, on parle d'une musique. On parle d'une musique et on essaie de nous transmettre ce qu'elle évoque à l'auteur ou au protagoniste, ou alors de raconter, de nous décrire un lieu. Voilà, parfois il y a des lieux qui sont découverts comme ça autour d'une musique, et vraiment j'ai vraiment adoré ça. Et c'est ce qui m'a fait tenir en fait cette lecture. Parce que en soi l'histoire, on suit Constantin qui est dans ce conservatoire, et Constantin, je vais pas dire que c'est pas un bon élève, mais c'est plutôt pas un bon petit soldat communiste. Lui, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, il n'est pas d'accord qu'on lui impose des choses, qu'on lui dise quoi penser, quoi faire, et en gros qu'on l'élève pour être un bon petit soldat de la nation. Et donc il va se révolter quelque part. Mais il va se révolter, mais c'est pas si simple, parce que en fait il aime le piano, c'est sa vie, c'est toute sa vie, et en gros rester dans ce conservatoire, c'est pas anodin pour lui. C'est qu'à la fois il est contre le fait d'être là, mais il a aussi besoin d'être là. Et du coup, voilà, c'est toute cette complexité de sentiments qui va être traduite dans ce texte, qui va être raconté. Mais en fait, et c'est là, et c'est quel dommage, c'est que ce livre, il n'est pas très long en soi. Hein. Il fait, voilà, je vous ai dit 450 pages, même pas 379 pages. Et en fait, il paraît beaucoup plus long. Je pense qu'il aurait pu être plus court, parce que l'histoire de Constantin, elle évolue vraiment très doucement. Il passe pas énormément de choses. Oui, il y a des petites choses, il y a des coups d'éclat. On rencontre aussi beaucoup de personnages qui gravitent autour de Constantin. Je pense à Vadim, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé et qui est un petit peu comme Constantin, prodige également du piano. Et vraiment, j'ai trouvé leur relation vraiment sympa. Il y a beaucoup de femmes aussi qui gravitent autour de Constantin. Donc heureusement, parce que du coup, tout ça, toutes ces relations, ces interactions, ça crée quand même un petit peu de mouvement. Mais vraiment, l'intrigue, elle progresse très doucement, et je voyais pas trop où voulait nous emmener l'auteur en fait. Et donc je suis allée au bout pour voir où est-ce qu'il voulait nous emmener, et du coup j'ai compris. Mais c'était pas fait... ça aurait pu être vraiment un poil plus dynamique. Ça m'a un petit peu manqué. C'est dommage, parce que vraiment il y a plein de choses que j'ai adorées dans ce livre. Notamment, j'ai adoré découvrir bien sûr la Bulgarie dans les années 80. Voilà, moi je vis en Bulgarie actuellement, c'est une démocratie, on est dans l'Union européenne. Pour les personnes qui ne le savent pas, on est passé à l'euro en janvier.
On est dans l'espace Schengen, donc on n'a plus de frontières avec... C'est pas anodin ce que je dis, parce que avant, avant un an et demi, il y avait encore des frontières entre la Roumanie et la Bulgarie, entre la Bulgarie et la Grèce, et c'était pénible. Voilà, parce qu'il y avait la queue aux frontières, bref. Donc tout ça pour dire, voilà, qu'aujourd'hui, moi je connais la Bulgarie libre, mais voilà, dans les années 80, c'était il y a pas si longtemps, la Bulgarie était un pays communiste, et c'était intéressant pour moi de découvrir finalement ce que ça veut dire. Dans ce cadre très particulier, bien évidemment, de personnes qui sont des prodiges de la musique et qui sont dans ce conservatoire, mais c'était presque un microcosme finalement, ce conservatoire. Il y avait les bons petits soldats, les réfractaires au pouvoir, tout ça au sein d'un lieu clos presque, quasiment. Alors, je dis quasiment parce qu'on est beaucoup dans ce conservatoire, mais pas que. On est aussi à Sofia. On découvre Sofia de cette époque-là. Et moi, je connais un petit peu Sofia pour l'avoir visité plusieurs fois. Et du coup, j'ai reconnu certains lieux. J'ai trouvé ça très sympa. C'était assez immersif. Et puis voilà, avec toujours ce côté très musical dans la manière de décrire les lieux, de dépeindre les lieux. Ce roman se passe sur plusieurs années. Donc en plus, voilà, on voit les différentes saisons, les différentes évolutions politiques également. Et on a aussi Constantin qui rencontre un personnage, qui connaît un personnage qui, lui, est plus vieux, plus âgé, et a connu les camps de rééducation. Et ça aussi, c'était très intéressant, c'était quelque chose dont j'avais pas conscience. Ça m'a donné envie de me renseigner plus, parce que j'avoue, je connais pas grand-chose, honnêtement, à l'histoire de la Bulgarie. Je me suis pas renseignée plus que ça, je sais, c'est un petit peu mal, mais voilà, mais c'est aussi pour ça que je lis des livres sur le sujet, parce que voilà, pour moi, lire une page Wikipédia, je ne vais pas en retenir grand-chose. Là, avoir un personnage qui vit l'histoire, etc., forcément, ça me parle plus. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de découvrir l'histoire d'un pays à travers une fiction, pour le coup. Sachant que l'auteur est lui-même, et ça se ressent, est lui-même pianiste. Et vraiment, oui, évidemment, ça se ressent. Il est pianiste et bulgare. Donc tout ça a beaucoup de sens, finalement. Voilà, donc grosso modo, j'ai aimé beaucoup de choses de cette lecture. Mais de là à dire que c'est un livre que j'ai adoré, non. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus, parce que voilà, il y avait quand même pas mal de longueur. J'avais du mal à y retourner, alors sauf sur la fin, parce que sur la fin j'ai compris à peu près vers où on allait, et là j'avais hâte d'aller au bout. Oui, et en fait ce que je disais sur le fait qu'il y a des longueurs, c'est forcément cette écriture qui est parfois très poétique, et c'est elle qui amène des longueurs, parce qu'on est beaucoup dans la contemplation à certains moments, et une action simple est décrite un petit peu plus longuement que ce qu'elle aurait pu l'être, et c'est ça qui crée finalement pas mal de longueur, on va dire. Et il y a aussi quelque chose, alors ça m'a plus fait rire qu'autre chose, enfin c'est pas que ça m'a fait rire, c'est que je trouve que c'était plutôt bien représentatif, c'est que on a ce côté très poétique, dont les passages que je vous ai lus, et en même temps il y a un côté où, très subversif, parce que certains des élèves de ce conservatoire, qui sont voilà, un petit peu réfractaires, ils luttent, et ils ont des comportements qui sont séditieux à ce moment-là de la Bulgarie, et notamment ils se complaisent dans le sexe, dans l'alcool, dans la cigarette. Et donc voilà, il y a pas mal de scènes de sexe. Alors c'est pas très décrit, mais c'est très central dans les pensées du personnage. Voilà, il est quand même assez obsédé par les filles. Ça reste soft, franchement je vous rassure, ça reste soft, et puis ça va bien avec ce personnage-là. Et puis voilà, ça va bien avec l'âge qu'il a aussi. Mais ça le caractérise comme ça en tout cas. Et c'est un petit peu étrange vraiment cette dualité entre ce côté vraiment très poétique, etc. et ce côté les meufs. Je veux me taper une meuf. Ça donnait un fort contraste en tout cas. Bon voilà, écoutez, c'en est tout pour ce livre. Trouillomètre. 1 sur 5, même pas peur. Y a rien qui fait peur, vraiment. Du coup, je le conseille à des personnes qui sont assez ouvertes et qui n'ont pas peur de livres, voilà, un petit peu lents, un petit peu décalés quelque part. Pour la plume, moi je l'ai trouvée très belle. Pareil, n'hésitez pas à lire quelques passages avant de vous y lancer pour savoir si la plume va vous plaire. Malgré les petits points négatifs que je vous ai évoqués, je suis quand même très très contente d'avoir lu ce livre. C'était une belle découverte, la rencontre avec une magnifique plume. Et clairement, ça allait parfaitement dans le challenge Mozart, parce que la musique est centrale dans ce roman, et ça, j'ai beaucoup aimé. Avant de vous présenter ma dernière lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent, et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, parce que c'est hyper important. Ça permet à dire à YouTube que mes vidéos sont cool. Donc ça, bon, ça me fait plaisir à moi, mais ça fait aussi plaisir à YouTube, et donc ça permet, voilà, de me donner plus de visibilité. Il n'y a pas encore la fonction boost activée parce que j'ai pas encore débloqué la monétisation. Dès que ce sera le cas, je vous en ferai part. C'est pas pour tout de suite, hélas, mais voilà. En tout cas, si vous likez la vidéo et si vous vous abonnez, ça permettra peut-être qu'un jour je puisse activer les boosts. Et ça serait cool. Mais
On en reparlera bientôt, j'espère. Allez, on passe à ma dernière lecture de la semaine avec Si tu veux être mon ami de Galit Fink et Mervet Akram Shaban. Et je vais également citer la personne, mais je vous en reparlerai, qui est à l'origine de ce livre. C'est Litsa Boudalika. Avant ça, je vous laisse voir qui a choisi cette lecture pour moi. Allez Luna, vas-y. C'est bien Malulu. Et oui, c'est ma chienne Luna qui a choisi ma lecture parce que pour un challenge, il fallait que je choisisse un livre au hasard et donc voilà, avec les copines en rigolant, j'ai dit je vais faire choisir à mes chiens. Et puis je me suis dit en fait c'est cool comme idée, donc voilà, j'avais pris différentes lectures, notamment pour le challenge Mozart, et celui-là c'était pour le Lisons l'Asie, voilà des lectures que je dois faire pour des challenges. Et bon, j'avais mis des petites croquettes sur chacun des livres, j'ai pas triché, attention. Et j'ai filmé Luna en train de choisir ma lecture et son choix s'est porté sur ce joli message qu'elle m'envoie. Si tu veux être mon ami. J'ai trouvé ça très joli comme message de la part de mon chien. Et donc oui, j'accepte Luna d'être ton amie. Et je te remercie d'avoir choisi cette lecture. Alors revenons au thème. Donc ce livre il va pour le Lisons l'Asie de Perfect Books, qui se termine fin juillet, on est bientôt au bout, parce qu'il se passe à Jérusalem. On est ici dans une histoire vraie, épistolaire, un petit peu historique également, on va y revenir. Il fait 209 pages. Il a été publié en version originale pour la première fois du moins en 1992 et l'édition que j'ai de Folio Junior a été éditée en 2002, je le précise parce qu'à la fin il y a des petits points historiques et donc en fait c'est une édition complétée pour compléter l'histoire en fait entre Israël et la Palestine après les années 90. Donc dans ce livre, on retrouve, c'est expliqué au début, donc Litsa Boudalika, qui est une femme, j'ai pas bien compris qui elle était exactement, mais en gros, elle va aller à Jérusalem, elle va rencontrer deux familles, une famille palestinienne et une famille israélienne, et elle va proposer aux deux jeunes filles de la famille, ça c'est dans les années 88, elle va proposer aux deux jeunes filles de chaque famille, donc de la famille israélienne et de la famille palestinienne, de s'envoyer des lettres, et elle se porte garante de leur transmettre à chacune, de les faire traduire et transmettre les lettres. Et donc c'est des lettres qu'elle a évidemment donc récupérées et que nous retrouvons ici, qui sont transcrites ici. On est avec Mervet, qui est palestinienne, qui vit dans un camp, on va dire ça comme ça, qui a un nom, le camp de Déchet, je crois, et avec Galit, qui elle est israélienne, qui vit à Jérusalem, qui est donc libre, alors que Mervet ne l'est pas vraiment. Et donc voilà, on va suivre leur rencontre épistolaire finalement, parce que ces deux jeunes filles, elles ne se sont jamais rencontrées. Donc ça c'est vraiment la première partie où on a tous ces échanges de lettres. Entre chaque lettre, on a un rappel du contexte politique du moment où la lettre est envoyée. Ça, c'était très intéressant. J'ai appris pas mal de choses du coup sur ce conflit. On est du coup à ce moment-là dans la période de l'Intifada, donc en 1988. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse première partie du livre, où on a ces échanges épistolaires intercalés de petits points historiques du moment de la lettre. Et ensuite, on a l'après, parce qu'à un moment donné, ces lettres elles vont se tarir du fait que les jeunes filles grandissent, etc. Ensuite, on a un petit point du coup de l'autrice qui quand même garde contact avec les familles pour savoir ce qu'elles deviennent, etc. Et à la fin, elle retourne les re-rencontrer. Donc là, elles sont adultes. C'était hyper intéressant, ces échanges de petites filles qui sont dans deux parties d'un pays qui se détestent, hein, clairement. C'était intéressant parce qu'on avait à la fois ce côté très enfantin de dire qu'est-ce que toi tu fais de tes journées, c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi ma petite sœur elle m'énerve, c'est toujours moi qui m'occupe de mon frère, ou mon grand frère il m'embête, etc. Vous voyez, il y avait ce côté très naïf, très enfantin, et à côté de ça, ce côté très politique finalement, qui ressort de ces échanges entre deux jeunes enfants qui ont peut-être 8-9 ans hein, au moment de leur échange de lettres. Et forcément, en fait, le climat politique, le climat de haine entre ces deux peuples, il se ressent dans leurs échanges. Elles se posent beaucoup de questions, ces deux jeunes filles. Je repense par exemple à Mervet, la palestinienne, qui se demande si Galit, elle déteste les Arabes, finalement, et inversement, Galit qui demande à Mervet si elle déteste tous les Israéliens. Donc à la fois des échanges très doux, mais aussi très profonds, involontairement profond en tout cas. Je connais assez peu l'histoire, j'avoue, de ce pays, d'Israël, de la Palestine. Évidemment, je suis un petit peu là, actuellement, le génocide palestinien commis par Israël.
C'est quelque chose que je trouve très dur en fait. Mais je connais pas l'histoire plus que ça. Et ce livre m'a permis d'en découvrir un petit peu plus. Ça, c'était assez intéressant. Bon, déjà, il y a un glossaire. Bon, j'aurais préféré que ce soit des notes de bas de page, parce que c'est pénible d'aller chercher à la fin. Il y a pas mal de petits points au niveau du glossaire qui expliquent certains passages. Mais il y a aussi, voilà, à la fin, elle reprend toute l'histoire. Voilà, et là, elle fait l'historique à la fin. Donc, elle repart vraiment des origines d'il y a 2000 ans et jusqu'aux années 2000. Forcément, il n'y a pas ce qu'il y a actuellement, hein, de la suite des événements, mais voilà, c'était quand même très intéressant. Du coup, j'en ai appris un petit peu plus. Pour moi, elle est tellement compliquée, l'histoire de cette terre, de ce territoire, de ces deux peuples. Voilà, c'est très compliqué, mais du coup, ça m'a permis d'y voir un petit peu plus clair, et j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir le point de vue de deux enfants sur ce conflit, ce perpétuel conflit qui, j'espère, un jour se terminera pour arrêter la souffrance de ces deux peuples, en fait, tout simplement, parce que c'est quand même très triste. C'est du jeunesse, clairement, c'est du jeunesse. C'est à partir de 11 ans, c'est écrit dessus. Je suis très contente de l'avoir lu. Par contre, je me demande si ça aurait pas été plus intéressant de le romancer un petit peu. Parce que là, on est vraiment... c'était transcrit tel quel, quoi. Je me demande si une histoire romancée aurait pas permis d'apporter plus de profondeur et d'intégrer toutes ces notions historiques de manière plus naturelle, finalement, dans l'histoire. Parce que là, c'est un gros bloc à la fin. Franchement, vous faites faire ça à un enfant, c'est assez peu digeste. Tout ce qui est parti, la lecture entre les deux personnages, les échanges épistolaires entre les deux personnages, ça oui, c'était très bien. Ça permet de comprendre le contexte actuel, les tensions actuelles, etc., enfin des années 88. Mais toute la partie historique à la fin, elle est vraiment très peu digeste. Même moi, j'avoue, j'ai pas tout lu. Je me suis dit, en fait, c'est pas une histoire là, c'est un truc, c'est de l'historique, il faut que je me pose et que je lise ça à tête reposée, donc voilà, je vais le garder juste pour relire ça. Mais c'était assez peu digeste, et je me dis finalement, est-ce qu'une histoire romancée aurait pas permis d'intégrer tous ces éléments historiques plus naturellement dans le texte et ainsi du coup les rendre plus digestes et les retenir? Peut-être, c'est tout. Je crois que je commence à fatiguer un peu, je vais m'arrêter là avec ce livre. Le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Il n'y a rien qui fait peur, c'est vraiment adapté aux enfants. Il n'empêche qu'on parle quand même de guerre, hein, de conflit. Donc ça reste des sujets sensibles, mais émotionnellement, c'était pas très marquant. En tout cas, je vous le conseille si vous l'avez jamais lu, si vous vous intéressez à cette période du conflit dont on parle peut-être moins aujourd'hui parce qu'on est tellement centré sur le conflit actuel. Donc ça, c'était intéressant de ce point de vue. Et bien écoutez, c'en est tout pour ce point lecture de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire. Est-ce que vous faites de bonnes lectures, de moins bonnes lectures? N'hésitez pas à retrouver en description tous les liens vers les chaînes ou les comptes Instagram que je vous ai mentionnés. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine, une bonne journée et de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt. Ciao!